On va sortir un tout petit peu des frontières de la France pour prendre un peu l'oxygène. Quoique. Pour parler Mercosur. Et les Français sont encore au cœur du problème et disent non. Non à cet accord, notamment la filière agricole. La grande question, alors le Mercosur a été présenté hier par la Commission européenne, on voit qu'on y arrive, qu'on avance. La grande question, Ludovic de Sauté, c'est est-ce que les Français sont les dindons de la farce de cet accord ? Cet accord qui bénéficie surtout aux biens industriels, notamment l'automobile allemande qui va nettement en profiter, et le secteur agricole français, lui, est vent debout, a peur du bœuf brésilien, argentin. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Alors, je vais pas rebondir sur le dindon de la farce. Je pense que la France, sur ce dossier, est surtout dans le mauvais... C'est volontairement provoqué. Et dans le mauvais tempo, depuis le début. C'est parce que tout à l'heure, on vient de parler du budget, mais pendant ce temps-là, le monde continue. Oui. Le business continue. Il y a un autre éléphant dans la pièce qui s'appelle Donald Trump. Il y a eu les droits de douane. C'était assez évident que sur le Mercosur, le calendrier allait accélérer pour plein de raisons. C'est un enjeu important pour l'Europe et tout ça. Je suis pas en défense du Mercosur. Mais c'est clair que sur ce dossier-là, on le voit dans les relations européennes. La France a une position un peu solitaire et très politique à défendre finalement ses agriculteurs, et alors pris sur un terrain, je rappelle qu'on a eu un début d'année assez compliqué avec le monde agricole, on a eu la loi du plomb, enfin ainsi de suite. Donc est-ce qu'on va être les dindons de la farce ? Il y a eu quelques concessions qui ont été faites par l'Europe. On va être vigilant parce que l'Europe a une capacité à faire des concessions qui existent sur le papier. Après, une fois qu'elles sont mises en œuvre... Il y a des clauses miroirs dont on ne connaît pas encore vraiment le détail. Alors, on va regarder si les prix n'évoluent pas trop, on va regarder s'il n'y a pas des filières en danger, on va regarder si les normes sont respectées. Bon, l'idée, c'est quoi, Ludovic ? Il faut qu'on explique un peu. C'est que si le marché français du bœuf est submergé de bœuf brésilien à bas coût et dont on ne sait pas quels sont les médicaments qu'il contient, on aurait un système de protection, c'est ça ? On aura un système de protection qui pourra agir soit par des formes de quotas, on va dire, rapidement, c'est-à-dire des coups de frein, mais aussi le fait, ce qui est une façon de réguler aussi des échanges, d'appliquer des normes sur, par exemple, le confort animal, sur l'utilisation de certains produits, tout ça, ce qui est une façon aussi de réguler les éléments. C'est évident que la France, qui est un pays pour lequel l'agriculture est assez structurelle, mais pas que, il y a d'autres pays aussi en Europe, je pense à la Pologne notamment. Il y avait la Pologne et l'Italie qui étaient aussi, c'est un enjeu important de ne pas voir déferler comme ça du jour au lendemain. Pour autant, et très sincèrement, il faut bien le comprendre, le monde est en train de changer. Pendant ce temps-là, l'OMC, on ne sait plus où elle est passée, a disparu du radar. Et aujourd'hui, ces accords sont des accords clés pour l'Europe, à un moment où l'Europe est quand même à un genou à terre vis-à-vis de Donald Trump. Ce genou à terre a été bien vu par la Chine, a bien été vu par l'Inde. Donc il faut se réarmer. Et oui, il faut nouer ces contrats. Ils sont extrêmement importants. Il va falloir être vigilant dans l'application. Évidemment, la France ne doit pas sacrifier son agriculture. Mais il est temps de mettre en œuvre ce genre d'accord plus que jamais. Il sera positif pour l'économie européenne en général et française en particulier. C'est un marché de 700 millions de consommateurs là, qui sont sans droit de douane. Je pense que depuis 200 ans, tous les économistes rappellent que le libre-échange est plus favorable au bien-être que le protectionnisme. Il n'y a aucune... Et pourtant, le monde se dirige vers de plus en plus de barrières protectionnistes. Voilà, Tobin, quand Attac a été créé, je rappelle que Attac, qui est un des grands porte-parole du protectionnisme en France, au départ faisait allusion à Tobin, et Tobin disait non, écoutez, c'est pas la peine d'utiliser mon nom, c'est un détournement, parce que je ne connais pas un économiste qui ne soit pas favorable au libre-échange. Alors il y a des notions il y a 50 nuances de libre-échange. De libre-échange, il y a des nuances et puis il y a les travaux de Danny Rudrick qui sur la façon dont effectivement se structure le commerce international. Mais enfin, globalement, le libre-échange c'est plus favorable parce que c'est plus de concurrence, c'est plus de pouvoir d'achat pour l'ensemble c'est ce que disait Bastiat au XIXe siècle. Certes, les producteurs sont menacés par la concurrence, mais quand on sort de l'usine, c'est pour aller dans le magasin. Et là, dans le magasin, en revanche, on voit effectivement l'effet de la concurrence. Parce ce qui me frappe dans cette affaire, c'est d'abord le fait que la France est totalement isolée. On parle de la Pologne et tout ça, mais globalement, les grandes économies sont favorables à cet accord. Oui. Quand le président brésilien est passé à l'occasion de l'inauguration de Notre-Dame, il a été reçu par le président Macron et il
il a fait une démonstration, les gens qui ont assisté à ça, qui était une démonstration quasi parfaite des bienfaits de l'accord avec le Mercosur et de bénéfices qu'en tireraient les Français et les Européens de façon plus générale. Et ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a eu un vote l'année dernière, à peu près à la même époque, à l'époque où Michel Barnier était Premier ministre, pour désavouer l'Europe et les négociations. La seule personne qui soutenait les accords avec le Mercosur, il y avait un seul député. Un vote à l'Assemblée nationale. Un vote qui était favorable. Et c'était la députée de la 2e circonscription de la Charente. Voilà, le Cognac. Et c'était le Cognac. Or, je rappelle quand même que le Cognac, c'est pas l'industrie automobile allemande. Absolument. Le Cognac, c'est l'agriculture, au même titre que la production de... Et pour les producteurs de vins et spiritueux, cet accord est très important. Après, vous avez... la dernière remarque que je ferai, c'est qu'en Europe, en ce moment, nous sommes sous présidence danoise, et les Danois mènent une campagne pour, effectivement, non seulement favorable à cet accord, mais disant que les gens qui défendent l'élevage bovin sont non seulement en contradiction avec la logique du libre-échange, mais surtout en contradiction avec les intérêts de la planète, parce que les bovins, c'est aussi les principaux producteurs de méthane, qui sont effectivement... le méthane est un gaz à effet de serre. Et donc au Danemark... Mais autant au Brésil qu'en France. Autant au Brésil qu'en France. Et donc ce que mettent en avant c'est de dire, effectivement, il faut organiser plutôt une décrue de la consommation de viande, et ce qui menace les producteurs de viande, ce qui menace les éleveurs, c'est moins le protectionnisme que la nécessité de réadapter notre consommation à la réalité du réchauffement climatique. Alors la seule défense qu'il y a pour les éleveurs, c'est que on va manquer de beurre. S'il n'y a plus de bœuf, il n'y a plus de vaches, s'il n'y a plus de... Non, mais si en plus vous nous enlevez le beurre, Jean-Marc... Et on va manquer de beurre. C'est la fin des haricots. Et donc vous avez une espèce de discours d'une confusion absolument incroyable sur l'avenir du cheptel. Je pense néanmoins que, globalement, il vaut mieux signer cet accord de libre-échange. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les Français? Alors voilà, en termes d'opinion, c'est intéressant, je vous laisserai sur les conséquences économiques, mais sur ce que nous disent les Français sur ce type d'accord, évidemment que Mercosur, c'est pas bien du point de vue de l'opinion, et que la défense de notre agriculteur, de nos agriculteurs, évidemment que les Français ne sont pas si libre-échangistes que ça quand on teste dans les enquêtes les économistes sont libre-échangistes, mais pas les Français. Mais il y a un point de bascule, et Ludovic l'a rappelé, qui est très intéressant, c'est Trump. C'est-à-dire que dans les enquêtes, et nos baromètres économiques qu'on a fait ensemble, on a vu que nos concitoyens estimaient que pour le coup, on était plus que les dindons de la farce sur les ripostes douanières faites... Sur l'accord commercial avec les États-Unis. Exactement. Et donc, ce qui a été convenu par von der Leyen cet été avec Trump, c'est quelque chose qui ulcère nos concitoyens, puisque, à mon avis, ils ont bien compris, je suis Trump depuis pas mal de temps, ils ont bien compris le mode de fonctionnement du bonhomme. Ils ont compris qu'il y avait d'abord un bras de fer, et que si la personne cède, il poussera toujours plus loin. Et qu'en revanche, à la moindre résistance... Il y a plein d'exemples, de Kim Jong-un en passant par les Canadiens, les Mexicains. À chaque fois que vous lui résistez, il cède systématiquement. Il cède toujours, et il le fait en expliquant qu'il n'a pas cédé. Et vous devenez son ami. Regardez l'exemple avec Kim Jong-un et la Corée du Sud, c'est évident. Donc en tout cas, nos concitoyens, eux, ils ne supportent pas qu'on baisse notre culotte, pour dire les choses clairement, face aux États-Unis. Or, je fais le lien avec le Mercosur, évidemment que si on veut... entrer dans des bras de fer un peu plus costauds avec les États-Unis, le fait d'avoir des accords par ailleurs avec un marché de 700 millions, me disiez-vous, de consommateurs, ça a du sens, et ça peut être un levier pour faire basculer l'opinion favorablement sur l'accord Mercosur, en disant, pour mieux résister à Trump et à ses droits de douane, il faut qu'on puisse s'ouvrir sur d'autres marchés et avoir des accords avec d'autres pays. Ce que j'entends, ce que vous nous dites, Gaël Slimane, c'est que l'opinion publique française demande un pouvoir politique plus fort en Europe. Ah, carrément. On a le sentiment, pour le coup, les idiots du village international, les dindons de la farce, oui, c'est le sentiment général. Mais on ne peut pas toujours leur donner tort et considérer que, quand on regarde, encore une fois, le deal von der Leyen-Trump, on peut se dire que tant mieux si on paye, si le consommateur français, si les produits américains ont moins de droits de douane en France et en Europe, parce que ça lui coûtera moins cher. Mais enfin, ça donne vraiment le sentiment de s'écraser, et c'est quelque chose qui ne peut pas passer en termes d'opinion. Dans l'opinion publique, on a quand même un précédent, c'est le CETA. Alors le CETA, c'est pareil, l'accord commercial avec le Canada, qu'on a signé il y a 7 ou 8 ans maintenant, toujours pas ratifié en France d'ailleurs, me semble-t-il. Mais
les barrières douanières sont tombées. On avait peur du bœuf canadien. Je pense que si vous allez au Canada, vous irez au restaurant manger un bon steak, il n'y a pas de souci, mais on avait très très peur du bœuf canadien. On voit qu'au final, on en a très peu importé et que l'économie française est particulièrement gagnante dans cet accord. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'opinion publique ? Finalement, on voit que pas grand-chose, quoi. Non, pour le CETA. Il faut que Boulette à Vallée n'a plus de goût, qu'on digère et puis qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire que le débat sur le Mercosur, le CETA et autres, c'est souvent des débats qui sont un peu pris en otage. Ouais. On ne va pas se mentir. Alors, très politique. Très politisé, là où on est quand même dans le sens de l'histoire. Je ne suis pas un libre-échangiste à tout craint en me disant ouvrons toutes les vannes et autres. Mais on voit, quand c'est la politique inverse, c'est Donald Trump qui, lui, est en train de serrer, de piloter les droits de douane comme des éléments politique, démocratique et autres, on voit aussi le régime que ça installe. Donc, moi, je préfère être dans un monde aujourd'hui, vu d'Europe, qui a la capacité à signer une circulation de l'économie. La circulation de l'économie, ce n'est pas que du bœuf ou des voitures, c'est aussi une circulation des gens, une circulation des valeurs aussi. C'est important. C'est-à-dire, dans le monde qui se construit, ce lien qu'on est en train de créer avec la zone Mercosur, c'est aussi une alliance. On voit bien dans un monde qui est en train de très complexe, dans une géopolitique qui est très instable, et créer ces liens, ces corridors qui sont des corridors au début économiques, mais qui vont devenir aussi des corridors politiques, c'est permettre à l'Europe de créer des points d'ancrage. Or, ces points d'ancrage, je peux vous dire que dans la décennie qui vient, ils vont être extrêmement importants pour l'Europe. On s'est fait un peu décranter sur l'Afrique. L'Asie, c'est une zone sur laquelle on n'a plus la main. L'Amérique du Sud, fallait y aller. Oui, il y a des accords quand même qui se signent en Asie, notamment avec le Vietnam. Le libre-échange n'est pas complètement mort, Jean-Marc Daniel. Ah non, seulement il n'est pas complètement mort, mais je pense que, contrairement à ce qu'a dit Gaël, Trump est en train de se déballonner partout. C'est-à-dire que Trump... Ah oui, il a dit. Non, mais il est sauf face à Von der Leyen. Mais surtout face aux Européens. C'est-à-dire qu'il a consenti des droits de douane très très faibles par rapport à ce qu'il menaçait de mettre en face vis-à-vis du Japon et de la Chine. Enfin, 15% quand même. C'est sa technique habituelle. Il fait toujours ça. Il part de très haut. Mais 15%, il met d'abord un coup de poing dans la figure et puis après on discute. Il dit 100% il met 31% sur la Suisse. Oui. Il annonce 40% sur le Japon. Donc l'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il est en train de... Il sait que c'est le consommateur américain qui paye au final. C'est le consommateur américain qui paye. Et le consommateur américain qui paye, il achète des voitures allemandes. Oui, qui paye les droits sur les droits européens, sur les produits européens, c'est pas son électorat. C'est-à-dire que c'est ce que dit Gregory Mankiw, qui est un des grands économistes américains. Il dit « Moi, je vis effectivement en Europe. Je bois du Chablis tous les soirs quand je rentre chez moi. J'ai une Audi. Je suis habillé par Hugo Boss et je passe en outre mes vacances en Toscane. En revanche, ma secrétaire, et moi, j'ai voté évidemment démocrate. Je suis démocrate. Bon, ma secrétaire qui a voté républicain. Elle est chez Walmart. Oui. Et chez Walmart, elle prend 100% de droits de douane. Oui. Et donc, les Européens se sont plutôt bien débrouillés. C'est-à-dire que les Européens, ils m'ont préservé mon pouvoir d'achat. Merci aux Européens. Et donc, je pense que le véritable enjeu, c'est le moment où il va se déballonner, mais se déballonner devant son électorat, son propre électorat. C'est-à-dire jusqu'à présent, il a maintenu des droits de douane de façon totalement arbitraire, de façon absurde, sur des zones qui sont les zones qui vont le plus lui nuire. Donc vous nous dites que ça n'est pas pérenne. Il ne pourra pas tenir comme ça. Il ne pourra pas tenir comme ça. Et je pense que les Européens... La dernière remarque que je ferai, c'est qu'on a l'impression que les Européens sont systématiquement les dindons, l'idiot du village mondial. Je rappelle que l'Union européenne est de très loin la zone qui dégage le plus d'excédents extérieure. Donc c'est celle qui, effectivement, à la fois a le plus intérêt au libre-échange, contrairement à ce que pense la population française, mais de notre côté, qui est la plus à même, dans les circonstances actuelles, à subir une vague, parce qu'elle a des réserves. Concrètement, ce printemps, l'Allemagne est devenue le premier pays détenteur d'avoir extérieur net. Oui. Il a dépassé le Japon. Et donc, et vous avez une montée en puissance de l'Italie. On ne voit pas que le mouton noir sur le commerce international, le pays qui n'est pas compétitif au niveau européen, le pays qui, effectivement, a du mal à s'insérer dans la nouvelle donne mondiale, c'est la France. Mais même l'Espagne, le Premier ministre, M. Sanchez, défend le Mercosur, ça c'est évident. C'est quand même un peu... Normal, c'est les cousins. Oui, c'est les cousins, c'est les frères. Mais il a fait une déclaration à Pékin en début d'année en disant qu'il était favorable effectivement à une véritable libération du commerce entre la Chine et l'Europe. D'ailleurs, ce qui a été repris par un certain nombre d'économistes récemment, en disant qu'on avait plutôt intérêt, plutôt que de mettre des droits de douane sur les panneaux solaires, à récupérer ces panneaux solaires à un prix qui est un prix cassé. Oui.
C'est aussi une des préconisations des économistes français et allemands qui, à l'occasion la semaine dernière du Conseil des ministres franco-allemands, voilà, on y ouvre grand finalement certains produits chinois où ils sont plus compétitifs que nous, parfois un avantage technologique, mais quand il y a un avantage technologique, qu'on les copie, quoi. C'est ça, on est un peu. Et il faut. Les Chinois de la Chine il y a 20 ans, quoi. Ouais, voilà. Le monde a changé, c'est-à-dire que d'abord il y a beaucoup de domaines, on s'en aperçoit où aujourd'hui les leaders techniques ne sont plus en Europe, ne sont plus aux États-Unis, mais sont en Asie et surtout en Chine. Donc ça c'est le monde qu'on va découvrir ensemble, collectivement, et qu'on va commenter. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est pas forcément un enjeu diabolique, mais c'est une rupture forte vu de l'Occident. Après, je reviens juste un tout petit peu sur le Mercosur, parce que ça nous ramène aussi sur une logique un peu politique interne, mais ça montre aussi notre propre schizophrénie, et j'allais dire la schizophrénie de la filière agricole française. C'est-à-dire que la filière agricole française a été vent debout sur la loi Duplon et la réintroduction, notamment, qui était demandée d'un pesticide. Là où sur le dossier Mercosur, on va voir arriver des produits dégueulasses. Donc, en fait, il y a quelque chose quand même sur lequel il va falloir être un petit peu, pardon pour l'expression, mais c'est quand même un peu plus de cohérence, quoi. On n'est pas très cohérent aussi, donc il va falloir aussi un peu se mettre. Il y a une modernité dans l'agriculture française qu'il va falloir un petit peu assumer. Faut qu'on arrête de se voir comme un village gaulois qui ne produirait que du luxe dans l'agriculture, parce que c'est un peu ça qu'on nous raconte, avec des produits estampillés de haute qualité. L'agroalimentaire, la filière agroalimentaire, c'est une grosse structure. Et d'ailleurs, honnêtement, on n'entend pas beaucoup les acteurs de l'industrie agroalimentaire sur le dossier Mercosur. C'est vrai. On entend les agriculteurs, mais alors je peux vous dire que l'industrie agroalimentaire est plutôt contente de cette signature. En même temps, les Français adorent leurs agriculteurs. Alors en même temps, les critiques sur les pesticides, sur les... Pas tant que ça. Enfin, donc oui, ils les adorent, bien sûr, Raphaël. Et ils les critiquent pas tant que ça. Les critiques qu'on voit émerger sont plutôt des critiques parfois assez légitimes ou factuelles, qui proviennent soit des médias, soit d'informations, si vous voulez. Mais l'opinion publique, elle est plutôt en défense là-dessus. Par rapport à toutes ces questions sur les accords commerciaux, le Mercosur, c'est parce que les Français, je pense, ont une conscience pas complètement nulle du poids économique monstrueux de l'Union européenne dans le monde, qu'ils ne comprennent pas qu'on soit des nains politiques ou diplomatiques ou stratégiques à ce point-là. Sur le concours de qui baisse le plus vite son pantalon ou le plus bas, là où je vous rejoins pas, Jean-Marc, c'est que oui, Trump a fait du Trump. Il a dit 30, 25, 50, n'importe quoi. Ça s'appelle un effet d'encre en neurosciences. On met un prix très haut ou très bas, ça dépend. Et puis ensuite, on sait qu'on va revenir. C'est de la négo. Si on va au souk de Marrakech, on a la même chose. Ça fonctionne la même. C'est ce qu'il appelle l'art du deal. Mais c'est un peu brut de fonderie. Donc le fait qu'on revienne à 15, pourquoi pas? Mais c'est du 15-0. Peu importe qu'on soit à 15, à 30 ou à 40, là je ne parle pas sur le plan économique, mais sur le plan diplomatique et politique, on est en train de dire, moi je vais te mettre 15, et toi tu étais à 2 ou 3, je ne sais plus, tu vas être à 0 dorénavant. On est bien d'accord? Et la personne en face vous dit, oui, c'est un bon deal parce que vous m'aviez dit que vous alliez me mettre 30, maintenant c'est 15. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc ça renvoie une image de l'incompétence européenne, des prises de décision de l'Union européenne qui est très forte. Et ensuite, je pense qu'effectivement Trump fait beaucoup de bien, malgré lui, à l'Europe de la défense, à l'idée qu'il faille se débrouiller sans les États-Unis. Il a réveillé ça européenne, et il peut faire du bien à l'Europe aussi, en lui donnant le sentiment que, il va falloir trouver des alternatives aux interactions massives avec les États-Unis. Le Mercosur en est une. Et l'idée de la Chine, pourquoi pas, effectivement, plutôt que de taper sur Shein et les produits chinois et que sais-je, se dire, si vraiment on entre dans des guerres commerciales avec les États-Unis, quelle erreur d'ailleurs d'Emmanuel Macron de dire... Comment peut-on démarrer un deal comme ça, de dire, évidemment, on ne va pas entrer en guerre commerciale avec les États-Unis? Bien sûr que non, personne ne l'imagine. Mais pourquoi le dire? Vous partez tout de suite perdant. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on envoie des mauvais signaux à nos opinions publiques en France et ailleurs.